Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme, le Peyesol? Ça sonne un peu mystérieux, non? Mais en fait, ça ouvre une porte assez fascinante sur un univers littéraire qu'on connaît mal, celui de la Corée médiévale. Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, justement, on va se pencher sur les origines et la nature de ce Peyesol, une forme de prose coréenne donc qui a existé entre le XIIe et le XVIIe siècle. C'est un monde riche, assez varié en fait, mais qui reste étonnamment assez peu étudié, même en Corée. Pour nous guider, on va s'appuyer sur une analyse critique assez pointue, c'est celle de Boris Riftin, publiée en 69, qui décortique un livre important de Dédé Eliziev, de 68, lui, entièrement consacré au pays au sol. Notre mission aujourd'hui a essayé d'en extraire l'essentiel pour comprendre ce que c'était vraiment et puis pourquoi c'est intéressant pour nous. Au programme, on va essayer de définir ce pays au sol, voir d'où ça vient. Apparemment un mélange d'histoire et de folklore. On va explorer les différentes formes qu'il recouvre. D'après Élisée, on parle de légendes, de récits courts, d'anecdotes et même de notes plus factuelles. Et puis bien sûr, on regardera un peu les questions et les critiques soulevées par Riftin. Alors, prêt à remonter le temps? Allons-y. Oui, absolument. Alors le pessol, comme vous disiez, c'est ce terme coréen un peu fourre-tout, faut bien le dire. Ça désigne un ensemble de textes en prose, généralement assez courts, écrits en Corée, donc sur une longue période, du XIIe au XVIIe siècle. Et on y trouve vraiment de tout. Des légendes très anciennes, des histoires qu'on pourrait appeler des nouvelles, enfin peut-être plutôt des novelettes. On aura l'occasion d'y revenir, des anecdotes aussi sur des personnages connus ou des gens ordinaires, des notes sur des événements, des descriptions, bref, une véritable mosaïque. Et il faut bien voir le contexte du livre d'Élisée Reuve, celui qu'analyse Riftin. En 1968, cette littérature, elle était quasiment inconnue en dehors d'un cercle très très restreint de spécialistes, surtout en Occident. Donc Élisée Live, il s'est vraiment lancé dans un travail de pionnier, essayer d'identifier d'où venait cette littérature foisonnante, et puis d'en dégager les caractéristiques principales, les différents genres, si on veut utiliser ce mot, et cherchait vraiment à poser les bases d'une compréhension. D'accord. Mais alors, d'où ça vient concrètement ce Péazola? Vous parliez d'histoire, de folklore? C'est exactement ça. Il faut imaginer, disons, deux grandes sources qui vont finir par se rencontrer. D'un côté, il y a l'historiographie, l'écriture de l'histoire. Là-dedans, on a l'histoire officielle, les grandes chroniques commandées par la cour, très sérieuses, centrées sur les rois, les batailles, les décisions politiques. Et puis il y a aussi la géographie, les récits de vie de personnages saints ou jugés exemplaires. Oui, ça c'est assez classique, on trouve ça un peu partout, mais j'imagine que ce n'est pas tout, il y a autre chose. Ah oui. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. C'est qu'à côté de ces écrits officiels ou très codifiés, on voit apparaître ce qu'on appelle les yassa. On pourrait traduire ça par histoire non officielle ou histoire privée. Ce sont des textes écrits par des lettrés, des fonctionnaires, des érudits, mais pour leur propre compte, sans commande officielle, sans règles strictes. C'est beaucoup, beaucoup plus libre. Ah, un peu comme des journaux personnels ou des carnets de notes qu'on pourrait tenir aujourd'hui? Oui, c'est un peu ça, ouais. On peut imaginer ça un peu comme un cabinet de curiosité d'un lettré de l'époque. Il pouvait y noter une anecdote qu'il avait entendue sur un ministre, une légende locale qu'on lui avait racontée, la description d'un paysage magnifique pendant un voyage, ou le récit détaillé d'un rituel un peu étrange, des notes sur les examens mandarinaux. Bref, tout ce qui lui semblait digne d'être noté y passait. Souvent sans ordre très précis, les textes se suivant les uns les autres. Fascinant. Et tout ça, c'était écrit en coréen. Ah, eh bien non. Et ça, c'est un point absolument crucial. Ils écrivaient en wenyan, c'est-à-dire en chinois classique. C'était la langue littéraire et savante commune à toute l'Asie de l'Est, Corée, Chine, Japon, Vietnam, pendant des siècles et des siècles. C'était une langue très concise, très élégante, que maîtrisait l'élite lettrée. Donc, on a cette situation un peu paradoxale, des notes parfois très personnelles, très locales, mais rédigées dans une langue écrite très formelle, très savante et distincte de la langue parlée tous les jours. Donc si je comprends bien, le Pézol naît de ces yassa, c'est ça l'idée. C'est l'idée principale que défend Élisef, oui. Selon lui, ces yasa, ces histoires non officielles, se sont progressivement éloignées de la simple compilation de faits historiques ou d'observations pour devenir quelque chose de plus littéraire, disons, au sens où elles intègrent de plus en plus d'éléments narratifs qui viennent, eux, de la tradition orale populaire coréenne.
Le piézol, ce serait l'aboutissement de cette fusion, de ce mélange entre l'écriture lettrée non officielle et le folklore. Élisève pense même qu'on peut y voir une différenciation progressive des genres, une sorte de spécialisation des formes narratives au fil du temps. C'est ça qu'il essaie de tracer. D'ailleurs, une chose qui rend l'analyse un peu compliquée, c'est que dans beaucoup de recueils de piézols de cette période, 12e, 17e siècle, les différents textes, que ce soit une légende, une anecdote, une note, eh bien, ils se suivent sans titre, juste séparés par un petit espace ou un symbole. Du coup, c'est difficile de savoir si l'auteur lui-même faisait une distinction très nette entre, par exemple, une légende et une anecdote historique qu'il rapportait juste après. Ce qui rend la tâche d'Élisève encore plus ardue, j'imagine. Comment il a fait alors pour essayer d'y voir un peu plus clair là-dedans? Eh bien, son approche, ça a été d'analyser les recueils dans leur intégralité, sans écarter les textes qui pourraient nous sembler moins littéraires aujourd'hui, comme les simples notes factuelles. Il a vraiment voulu comprendre le phénomène Pémanesol comme un tout. Et à partir de là, il a distingué 4 grands groupes de textes. D'accord, allons-y. Quel est le premier groupe? Le premier, c'est la légende. Élisève utilise le terme russe prédani. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'Élisève suggère que la légende est sans doute le tout premier genre issu du folklore oral à s'être vraiment intégré dans la littérature écrite. D'abord dans les chroniques historiques, puis de façon plus autonome dans le poésol. C'est une observation assez fondamentale, je crois, pour comprendre comment le folklore vient nourrir la littérature écrite dans beaucoup de cultures anciennes. Il prend un exemple très parlant, la légende du roi Talra, un souverain très ancien du 1er siècle. Élisève montre comment différents auteurs, sur plusieurs siècles, du 9e au 14e, ont raconté cette légende, mais chacun à sa manière, en l'adaptant. Ce n'est pas du tout une simple copie de ce qui se racontait oralement. Donc ces auteurs n'étaient pas des sortes d'archivistes du folklore, si on veut. Ils ne se contentaient pas de transcrire. Absolument pas. Et ça, Rifte insiste bien là-dessus en commentant Élisée Kuliev. Les écrivains médiévaux n'étaient pas des folkloristes au sens moderne qui cherchent à préserver une version authentique. Non, ils réécrivaient, ils embellissaient, ils adaptaient ces histoires au code littéraire de leur temps. Et surtout, ils les transposaient dans cette langue savante, le chinois classique, qui était très différente de la langue parlée par le peuple qui, lui, racontait ces légendes. C'est une transformation profonde, en fait. Oui, c'est très clair. Et alors, le deuxième genre identifié par Élisée Kuliev? Alors là, il l'appelle nouvelle, novelette en russe, mais justement, Rifta emporte une nuance importante. Il pense que le terme nouvelette serait peut-être plus juste. Ah, pourquoi ça? Parce que ces récits sont souvent assez courts et, disons, moins complexes structurellement que ce qu'on appellerait une nouvelle plus tard. Par exemple, si on compare avec les œuvres de l'écrivain Kim Si-soop au XVe siècle, qui sont plus développées. D'accord. Et qu'est-ce qui caractérise ces nouvelettes du pézol? Selon Élisève, elles apparaissent un peu plus tard, plutôt vers les 15e, 17e siècles. Et elles montrent un intérêt nouveau pour ce qu'il appelle l'homme moyen, le personnage ordinaire, non héroïque, qui est confronté à des situations de la vie quotidienne. Souvent avec une touche d'humour ou de satire d'ailleurs. Et d'où viennent ces histoires-là? Encore du folklore? Oui, principalement du minois, d'après Élisève. C'est un terme qu'il définit comme un genre folklorique en prose avec très peu de fantastique. Riftin, lui, simplifie un peu. Pour lui, le minois, c'est essentiellement le conte populaire satirique et réaliste. Celui qui se moque des travers humains, des situations de la vie de tous les jours. Élisève note aussi des caractéristiques de construction intéressantes. L'histoire se concentre souvent sur un seul événement, l'action avance vite, sans trop de détours, et il y aurait même des schémas narratifs qui reviennent souvent. Des observations qui pourraient être utiles pour la théorie de la nouvelle en général, en fait. Intéressant, oui. Après, la légende et la novelette, quel est le troisième type de texte? C'est l'anecdote, anecdote en russe. Bon, il faut avouer que la frontière avec la novelette très courte est parfois un peu floue. Élisève essaie de les distinguer par la composition. Dans l'anecdote, l'action serait très resserrée, comme mise à nu, isolée de la vie générale du personnage. Et la présentation de la situation, l'exposition, serait minimale, beaucoup plus bref que dans la novelette. D'accord. Et est-ce qu'il y a différents types d'anecdotes? Oui. Élisève en voit principalement 2 sortes. Il y a l'anecdote qu'il appelle historique, qui met en scène des personnages célèbres, des poètes, des ministres, des rois, etc. Et puis il y a l'anecdote quotidienne ou domestique, souvent humoristique avec des personnages types comme le gendre un peu bête, la femme grincheuse, ce genre de choses. Et là-dessus, Riftin, il a quelque chose à ajouter ou à critiquer? Oui, et c'est une critique que je trouve assez pertinente. Il trouve qu'Élisève n'explore pas assez l'origine de ces anecdotes dites historiques.
Riften rappelle que des histoires assez similaires sur des personnages célèbres, eh bien ça circule aussi beaucoup dans le folklore oral. Il donne l'exemple de Pierre le Grand en Russie, sur qui on racontait plein d'anecdotes populaires, et ça soulève une question importante: à qui s'adressaient vraiment ces anecdotes lettrées? Une histoire savante sur le grand érudit Kim Si-sup qui critique des vers anonymes pour découvrir qu'en fait ils sont d'un grand poète chinois classique, c'est un exemple cité par Elisef. Est-ce que ça pouvait vraiment intéresser ou même être compris par un paysan coréen de l'époque? Riften pense que probablement pas. Donc la question du public et du mode de diffusion de ces anecdotes historiques reste un peu une question ouverte en fait. Bien vu, effectivement. Il nous reste un quatrième groupe chez Elisef, c'est ça, les textes non narratifs. Exactement. Elisef utilise les termes russes otcherk, qu'on pourrait traduire par esquisse ou croquis, et informatia, qui veut dire information. Et là, honnêtement, il faut saluer sa démarche, parce qu'il a inclus ces textes qui sont souvent complètement ignorés par les chercheurs qui se concentrent uniquement sur les vraies histoires, les récits. C'est crucial si on veut avoir une vision complète de ce qu'était le Pays Sol, qui n'était pas fait que de récits. Même si les termes esquisse ou information peuvent sonner un peu modernes peut-être. Oui, Riften le note d'ailleurs, tout en reconnaissant qu'il est très difficile de trouver des équivalents parfaits dans nos catégories actuelles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Elisef montre qu'il y a quand même des principes d'organisation, de composition, même dans ses notes qui semblent plus factuelles ou descriptives. Mais Riften n'est pas entièrement satisfait de l'analyse de ces textes non narratifs, si je comprends bien, hein. Il a des critiques là aussi. Non, effectivement. Il trouve qu'Elisef ne va pas assez loin dans l'analyse de leurs origines et de leurs liens avec d'autres formes d'écriture de l'époque. Par exemple, il analyse une esquisse sur le général Kang Kamchon, un grand héros du IXe siècle. Elisef souligne, à juste titre, que l'auteur insiste sur le fait qu'il veut rapporter des faits véridiques. C'est juste. Mais Riften dit: oui, mais il aurait fallu discuter du rapport avec le genre bien établi de la biographie historique officielle. Par exemple, pourquoi raconter la légende de la naissance du héros à la fin du texte? C'est très inhabituel dans une biographie classique et ça mériterait une analyse plus poussée. Riften pointe aussi d'autres manques. Par exemple, Elisef n'explore pas vraiment les liens possibles avec d'autres genres de la prose savante qu'on appelle le mun, comme le non, qui est l'essai argumentatif, ou le sol, l'explication didactique. Il ne discute pas non plus vraiment la connexion avec la très riche tradition des suppiles, ces recueils de notes diverses, très populaires en Chine, au Japon et en Corée, un peu l'équivalent de nos essais au sens large, ni même avec les siwa, qui sont ces notes spécifiques sur la poésie et les poètes. Autant de pistes de comparaison qui auraient pu enrichir l'analyse, d'après Riften. D'accord. Donc, au-delà des commentaires sur chaque genre spécifique, Riften a aussi des critiques plus générales sur l'approche d'Elisiev. Oui, tout à fait. Des critiques méthodologiques assez importantes. La première, c'est un peu le reproche classique qu'on fait souvent aux études pionnières. Elisiev aurait appliqué des catégories modernes nouvelles, anecdotes, etc., un peu trop vite, un peu trop directement. Riften pense qu'il aurait fallu d'abord essayer de comprendre comment les Coréens du Moyen-Âge eux-mêmes voyaient et classifiaient leurs propres textes, quels termes ils utilisaient, quelles distinctions ils faisaient, avant d'arriver avec nos étiquettes à nous. C'est un point fondamental pour l'étude des littératures anciennes, j'imagine, pour éviter l'anachronisme. Et la deuxième critique générale? Elle concerne l'utilisation du terme littérature artistique ou littérature de fiction. Elisef semble l'utiliser un peu comme on le fait aujourd'hui, en l'opposant à l'histoire ou aux écrits plus pratiques, plus documentaires. Mais Riften soupçonne que, pour un lettré coréen du XVe siècle, la notion de littérature, ou son équivalent de l'époque, était sans doute beaucoup plus large. Elle englobait probablement aussi l'histoire bien écrite et ces fameuses notes et esquisses dont on parlait. En gros, Elisef aurait eu une vision un peu trop moderne et peut-être un peu trop restrictive de ce qui était considéré comme littéraire à l'époque. Et il y avait aussi un point sur le folklore, je crois, dans les critiques. Tout à fait. C'est une troisième critique majeure de Riften. Même si Élisée le reconnaît bien que le folklore est une source absolument essentielle du Pays Sol, Riften lui reproche de ne pas avoir assez poussé la comparaison. Il aurait fallu, dit Riften, confronter plus systématiquement les textes du Pays Sol avec les contes populaires coréens tels qu'ils ont été collectés, même si c'est souvent bien plus tardivement, c'est vrai, mais aussi avec le folklore des pays voisins et avec les grands catalogues internationaux de motifs et de thèmes folkloriques. Pour voir quoi, par exemple?
Quel était l'intellêt de cette comparaison? Pour mieux comprendre comment des personnages types du conte, on peut penser à la veuve rusée, au gendre idiot, à l'aveugle qui porte malheur, des figures très courantes, comment ces personnages passent du récit oral à la nouvellette écrite dans le paysol, comment sont-ils transformés, qu'est-ce qui est gardé de leur caractère folklorique, qu'est-ce qui est modifié, adapté à un public lettré. Cet aspect de l'adaptation, de la transformation des histoires et des personnages en passant de l'oral à l'écrit savant, eh bien, il n'est pas assez creusé chez Élisée-Yeff, d'après Riftin. On arrive bientôt au bout. Il restait un point important, je crois, sur les traductions proposées par Élisève dans son livre. C'est quand même un plus énorme d'avoir des exemples concrets, non? Ah oui, c'est un énorme plus. Et Riftin le souligne bien. Grâce à ses nombreuses traductions en russe, le livre d'Élisève rendait enfin ce matériau accessible à ceux qui ne lisaient pas le chinois classique. C'est extrêmement précieux, évidemment. Mais, j'entends un mais dans votre voix. Oui, il y a un mais. Riftin émet des réserves assez sérieuses sur la qualité de ses traductions. Il a l'impression que certaines sont peut-être passées par des versions intermédiaires en coréen moderne, et du coup elles perdent la concision, l'élégance un peu elliptique du chinois classique original. Elles seraient un peu lourdes, un peu trop explicatives par moments. Et puis, plus embêtant, il relève ce qui semble être plusieurs erreurs factuelles ou d'interprétation. Par exemple, une phrase ajoutée dans une traduction qui n'existe tout simplement pas dans l'original. Une citation attribuée au mauvais poète chinois. Une confusion assez comique sur un personnage de parabole célèbre. Un titre de livre mal traduit, biographie de femmes illustres devient biographie de femmes vertueuses, ce qui oublie complètement les exemples négatifs que contenait le livre. Et même une confusion entre deux dynasties chinoises qui sont séparées par 5 siècles. Bon, des erreurs qui, selon Riften, montrent peut-être un certain manque de rigueur ou de vérification finale. D'accord. Donc, si on essaie de faire un peu le bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on retient sur ce fameux paésol? Eh bien, ce qui ressort, c'est que le paésol apparaît comme cette fascinante mosaïque de textes brefs de la Corée médiévale. Un creuset où se côtoient et se mélangent les légendes anciennes, les anecdotes piquantes, des récits qui s'approchent de nos nouvelles, et puis des notes plus savantes ou descriptives. L'étude d'Élisève, même avec les critiques pertinentes de Riftin, reste un travail absolument fondateur. Il nous aide à comprendre comment ces formes sont nées, justement, à la croisée de l'écriture historique, surtout l'écriture privée des lettrés, et du folklore oral. Son grand mérite, c'est vraiment d'avoir abordé le paésol comme un ensemble cohérent, comme un système littéraire en soi, qui mérite d'être étudié comme tel. Et pour nous, auditeurs et auditrices, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, au-delà de l'érudition pure? Pourquoi c'est intéressant de connaître ce pas de sol aujourd'hui? Je crois que ça nous montre de manière très concrète comment les genres littéraires ne sont pas des catégories figées, éternelles, comment ils naissent, comment ils évoluent, comment ils se mélangent, s'influencent mutuellement. Ça illustre parfaitement cette époque, et sans doute beaucoup d'autres, où les frontières que nous traçons aujourd'hui entre raconter l'histoire, transmettre une légende, rapporter une anecdote et noter une observation personnelle, eh bien, ces frontières étaient beaucoup plus floues, beaucoup plus perméables qu'elles ne le sont pour nous. Et ça nous rappelle aussi que les auteurs de l'époque, même quand ils rapportaient des choses entendues, n'étaient pas juste des rapporteurs passifs. Exactement. C'est crucial. Ils n'étaient pas de simples copistes de l'oralité ou de la réalité. C'étaient des créateurs à part entière qui sélectionnaient, qui adaptaient, qui réécrivaient activement ces matériaux selon les codes de la littérature savante de leur temps et en utilisant cette langue très exigeante, très codifiée, qui était le chinois classique. C'est vraiment un aperçu précieux, je trouve, d'une tradition littéraire incroyablement riche et qui, franchement, mériterait d'être beaucoup mieux connue chez nous. Oui, c'est absolument passionnant, et ça laisse songeur sur nos propres catégories, finalement. Tout est fait. Et peut-être pour conclure, une petite question à méditer pour la route. Cette distinction qu'on fait si naturellement aujourd'hui entre l'histoire, la vraie, l'officielle, la fiction, l'inventé, le folklore, le populaire, l'oral, les notes personnelles, le subjectif. Comment est-ce qu'elle a été vécue ou même perçue par un lecteur ou un écrivain coréen du XIVe ou du XVe siècle? Qu'est-ce que ce mélange qui nous semble parfois un peu déroutant dans le pays entier, qu'est-ce qui nous apprend sur la façon dont on valorisait et dont on partageait le savoir et les histoires avant que nos catégories modernes, bien nettes, ne viennent un peu tout ranger dans des cases? Voilà, une piste de réflexion qui ouvre pas mal de portes, je crois.